Alors normalement Gladiator le retour n'était pas prévu dans la thématique Vogue la galère, c'est donc un one-shot d'actualité, mais figurez-vous que par la magie des choses, il a quand même un peu sa place au vu de la scène d'ouverture et des galères dans le film. Mais bon, dans tous les cas, un film de gladiateur qui fleure bon, le torse-poil, devait logiquement trouver une place sur Décalé, même si on est plus proche du frigo américain à la Dan Driver que des ballerines de drama chinois. Alors c'est parti pour la sandale et la jupette. Est-ce que vous aimez les films de gladiateurs? Il va y avoir du sport. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Troisième film de Ridley Scott traité sur la chaîne, à croire qu'on se dirige lentement mais sûrement vers une playlist spéciale pour Tonton Scott. Et aurais-je davantage d'éloges à ce sujet que sur le Napoléon, où on avait quand même un gros problème au niveau de la caractérisation de Bonaparte, en plus d'autres petits soucis historiques, ce qui était quand même un petit peu contrariant. Alors c'est sûr que sur ce coup-là, le perso principal ne devrait pas poser de problème de fond puisqu'il est fictif, encore que ça se discute et je le discuterai brièvement, mais ça se passe tout de même sur un fond historique avec des persos historiques, donc désolé Ridley, mais tu vas pas encore te réconcilier ou te faire des copains avec des historiens ce coup-ci. Je dirais d'ailleurs que la principale qualité des films dits historiques de Ridley Scott, c'est que comme ça a quand même de la gueule, tu t'intéresses, et comme tu pressens vaguement, relativement vaguement, vu la filmo du réal, qui s'est un petit peu moqué de toi et t'a raconté des conneries. Du coup, c'est génial parce que tu sors du ciné en te posant des questions et tu vas faire tes petites recherches historiques. Donc il y a quand même de la valeur à encourager les gens à faire des recherches et à aller dépoussiérer l'histoire. Et bon, ce sera pas le sujet principal de mon analyse parce que je n'ai pas de prétention à être historienne sur la chaîne et à rentrer dans ce genre de détails, ce que certains font beaucoup mieux que moi. Mais quand même, cette compression du temps, il faut que je la mentionne, c'est quand même quelque chose d'assez magique chez Ridley Scott. On te vend le fait d'être 16 ans après la mort de Marc Aurèle, soit le point de départ du premier film Gladiator, et c'est censé s'achever à la mort de Caracalla, qui se passe quand même 37 ans après les faits, en Turquie, et pas à Rome dans le Colisée, et autant te dire que le fiston de Maximus, il serait pas très frais. Je dis ça, je dis rien, d'autant plus vu l'espérance de vie de l'époque. Bon alors disons d'entrée de jeu que Ridley Scott, comme pour Napoléon d'ailleurs, fait dans l'impressionnisme historique. Tout ce qui compte, c'est l'ambiance. Donc pas de souci à mash-up allègrement Caracalla et Caligula, ça commence et ça se termine pareil de toute façon au niveau des noms, et de se prendre les pieds dans la frise chronologique, rien à cirer, on fait ce qu'on veut, et puis voilà. Alors c'est sûr que si on n'est pas regardant, l'ambiance, elle y est. On a sorti les gros biceps et les gros moyens, et c'est le côté très méta de toute l'affaire, soit comme l'indique mon titre et la subtile référence au premier film, mais après tout, il n'y a pas de raison que je sois plus subtil que le réalisateur. On est dans le gros divertissement qui tâche, plus dans le gros pinard que dans le champagne. C'est à un niveau de self-aware que c'est pas possible d'ailleurs de la part de Ridley Scott, tout comme son perso chouchou Maximus venait balancer aux Romains dans leur gueule le goût pour le gore, l'ultra-violence, la démesure et l'obscène, lui qui était un général intègre, fin stratège qui ne rêvait de rien d'autre que d'une vie tranquille à la Cambrousse avec ses animaux et sa famille, ce film est avant tout un CQFD de la part du réal, intéressant si c'était sa dernière œuvre, qui serait donc une forme de testament, mais on me souffle dans l'oreillette qu'il voudrait faire un biopic des Bee Gees, sans doute pour mieux rester alive. Je ne suis pas convaincue que Ridley Scott aime davantage ses spectateurs que Maximus ceux de la reine. Il a quand même des côtés assez misanthropes qui ressortent de la plupart de ses interviews, voire même des choses carrément odieuses, mais allez savoir, c'est peut-être un véritable amour de bichon dans la vraie vie. Et notez le self-insert, c'est un réalisateur qui, comme Maximus, va au turbin, mais ne rêve peut-être que de jouer les gentleman farmers, décorateurs d'intérieur et amateurs de rosé dans les villas du Luberon qu'il rachète et retape. Va savoir. Parce que ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup, et donc ce sera d'entrée de jeu la première critique, en dehors des références historiques douteuses, c'est que oui, c'est bis repetita à première vue au niveau du scénario. Genre, il s'est pas foulé. Comment est-ce qu'on nous pond un Gladiator 2 ? C'est assez simple, on reprend le mouflet de Lucilla, qu'on soupçonnait d'être le fils illégitime de Maximus, et alors qu'on le quittait, pensait-on, tranquillou bilou dans les très belles jupes de sa mère. Alors j'ai un kiff tout particulier sur les boucles d'oreilles de Colin Wilson, je tiens à le dire. Et non, on modifie un peu tout ça, le mouflet, il s'est fait envoyer de l'autre côté de la Méditerranée pour sa sécurité et se renforcer en vitamine D, j'imagine. Et comme tout le monde veut sa peau parce que prince de Rome, il échoue à la vas-y comme je te pousse chez les Berbères, où on le retrouve donc en début du film. Et mon pitch, ça aurait pu être toute l'Afrique du Nord est passée sous le contrôle des Romains. Toute, non, car une irréductible citadelle de Numide résiste
encore et toujours par Toutatix et veut juste vivre paisible à cultiver des céréales quand déboule la flotte romaine et donc allons-y mon cochon. On ouvre comme dans le premier film sur une bataille où Rome anéantit une tribu étrangère étendant donc davantage son empire, critique de la colonisation, je te vois et de l'impérialisme. Ah mais non, c'est pas pareil parce que ça se fait sur mer et on est du point de vue des colonisés et pas du colon, rien à voir. Et ça pourrait être vrai, mais comme en fait Osef très rapidement du sort des colonisés, qu'on va quitter tout de suite parce qu'on est venu pour passer du temps à Rome et pas en Numidie, et que notre personnage principal est un Romain de naissance et pas un Numide, qu'on le mette ou pas dans la flotte, je vous jure que c'est le même ressort narratif que Gladiator 1. Et ça va s'enchaîner très vite dans le copier-coller. Mec qui aime les céréales et sa femme, voit sa femme se faire tuer par un Romain, et sa cité d'adoption / baraque réduite à néant, et après avoir été laissé pour mort, en faisant des rêves chelous, avec dans son cas Trombouloin et la barque de Charon qui l'emmènerait peut-être bien au JO à Paris si c'était scénarisé par Thomas Joly, se fait embarquer en captivité dans une boîte à gladiateurs de seconde zone avant de taper dans l'œil d'un businessman avec le sens du business qui en fait son poulain et qui lui permet de mettre les pieds à Rome pour essayer de venger son épouse. Mais le Vlatipop pris dans les filets de la politique intérieure avec dans ce cas un duo, c'est le deuxième, pas le premier gladiator, donc double empereur fin de race dégénéré, une conspiration avec des sénateurs couilles molles qui se fait à l'ombre des remparts et qui foire, le tout se termine dans l'arène du Colisée après une galvanisation des fiers gladiateurs et des soldats en mode force et honneur. Ça s'écrit tout seul, vu que c'était déjà écrit. D'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas, on te le dit dès le générique, qui est un résumé en touche de peinture expressionniste de l'intégralité du premier film, et donc, ça te rafraîchit la mémoire et tu as le programme de ce que tu vas voir. Presque, tu te demandes donc du coup si ce film était nécessaire. Qu'apporte-t-il en effet, sinon davantage de spectacles, davantage d'effets spéciaux, de scénographie gore, même si efficace, du toujours plus, comme le réclamaient les spectateurs des arènes qui finissaient vite par se lasser quand on ne leur en mettait pas plein les mirettes ou qu'on ne leur proposait pas de la surenchère. Divertir la populace. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, avec quand même cette valeur ajoutée, qu'ici, c'est du cinéma, rien ni personne, à part la vérité historique, n'est mort pour de vrai dans les arènes. D'ailleurs, malgré le soin apporté aux décors et costumes ainsi qu'aux effets spéciaux, le côté artificiel et le grand guignol est pleinement assumé, ce qui me rappelle le théâtre de la Révolution, dans la scène de Napoléon où Joséphine et Napoléon se rencontrent. C'est quand même la deuxième fois qu'on a une mise en abîme sur le monde du spectacle. Je pense qu'il y a un clin d'œil assez appuyé qui se répète là, il y a du leitmotiv. Personne ne peut croire une seconde à la bande de babouins / macaques tout droit sortis des zombies mutants de Je suis légende, ou au grand blanc dans la piscine du Colisée, pas plus qu'au Rhino Warhammer. C'est tellement gros qu'on sait que c'est fait exprès, avec justement le soin apporté à tout le reste dans un souci de reconstitution d'une certaine ambiance de l'époque, Ridley Scott aurait pu opter pour d'autres choix largement plus crédibles. Donc il se foutrait pas un peu de nos gueules. Oui, c'est justement son moment Maximus, Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous divertir, bande de ploucs? C'est ça que vous voulez, non? Allons-y, je vais vous régaler avec ça. Et notez qu'il a quand même l'élégance de ne pas donner d'encore plus trash, parce que pour autant qu'il ne nous épargne pas au niveau des démembrements et des torrents de sang, il est étonnamment prude sur des questions d'orgie, alors que d'autres n'auraient pas hésité à s'y vautrer, passerelle de Billy ou pas. Non, ici c'est fait tout en finesse, ce qui est presque étonnant. On comprend sans déluge de boobs et de kékettes que Rome est un joyeux lupanar et que le pouvoir bicéphale représenté par Geta, sans relation avec David, et Caracalla a une sexualité débridée. On ne verra rien, mais on nous le suggère, appuyé par la référence à la syphilis, un mal qui pourtant ne frappera absolument personne en Europe avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et donc c'était un peu bizarre de partir là-dessus alors qu'il y avait quand même suffisamment de gonorrhées et de saloperies qui traînaient dans les bordels pour causer des gratouilles et des chauds de pisse à Caracalla. D'ailleurs c'est amusant, mais il y aurait même eu de la censure alors qu'une scène montrant Denzel Washington embrasser un mec à pleine bouche a été coupée, ou même d'ailleurs un chaste bisou sur le front de la part du perso principal à son ennemi compliqué à Cassius. Clairement, Ridley Scott n'est pas dans le wokisme, les valeurs de Gladiator prônent un amour conjugal ou familial, somme toute très tradit. Même finalement pour un perso principal qui est issu d'une relation adultérine, ou en tout cas hors mariage, et qui se retrouve légitimé post-mortem alors que tout le monde l'adoube fils du héros, et qu'il
qu'il a le droit d'enfiler la panoplie et ramasser son héritage. Alors pas de bol pour lui, c'est pas un héritage du genre récupérer la maison de famille et une assurance vie, ce serait plutôt le contraire, hein. C'est celui du devoir, du sacrifice au nom de l'honneur et de la grandeur de Rome en tant qu'idéal, mais ça aussi il faudra que je revienne sur le sujet. Donc pour en revenir à mes plans d'oignon du départ, si c'est une copie du premier, était-elle nécessaire et est-elle une copie plus ou un truc tout moche qui ressemble plus à rien? Ce que pouvait nous faire redouter l'abâtardissement supposé du film avec la bande-annonce de la honte sur fond de gros rap. Qu'on soit clair, mais je l'ai déjà suggéré, le film ressemble à quelque chose. Oui, il divertit, oui, il se tient, et je dirais même plus, il a quelque chose à dire. Il est par contre très clairement plus outrancier et grand guignol que le premier, mais ça je pense que, eu égard à l'âge du réal, il est en mode j'en ai plus rien à foutre, et si je peux donner des crises cardiaques aux historiens que je déteste, c'est bonus au point où j'en suis. Je dirais que globalement les acteurs sont pas mauvais, mais c'est normal puisqu'il ressort du tiroir les vétérans encore debout en extra et en intradiégétique du premier film. C'est jamais déplaisant de retrouver Pedro Pascal en mini-jupe, j'étais ravie de voir Eddie de Stranger Things en drama queen impérial, et clairement Denzel Washington est en forme. Ayant vu le film en VF, je me garderai de parler de son accent qui a contrarié des puristes anglophones. Pour Paul Mescal, l'héritier donc de Russell Crowe, je suis plus réservée. La comparaison n'est clairement pas en sa faveur et je regrette qu'il ait fallu nous vendre un sosie bourrin d'un perso déjà bourrin de base. Je sais, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais entendons-nous, il fallait être bourrin pour être un gladiateur crédible et efficace. Donc je maintiens l'adjectif. Je sais que la vie a été dure pour le petit de la haute envoyé en Afrique du Nord, mais tout de même difficile d'imaginer le minot devenir le sosie de son papa et de voir qui plus est se retaper quasiment l'intégralité de son arc. Je sais bien pourquoi ce choix a été fait, mais je ne suis pas convaincue. Comme le fait de faire traîner la révélation de son identité qu'on a tous bien capté et de nous vendre en parallèle le fait que le môme est à la fois l'héritier parfait de son grand-père Marc Aurèle, dont il est apparemment le sosie, et à la fois l'héritier parfait de son papa Maximus, dont il a tous les maniérismes. Sans avoir finalement passé tellement de temps avec l'un ou l'autre, et le fait qu'il ait vécu 16 ans en exil dans une autre nation et une autre culture. Mais non, Lucius Anneau, face au pouvoir bicéphale, est lui aussi double. Réincarnation quasiment de papy et de papa, 2 en 1, sans pour autant avoir tout à fait leur charisme. Parce qu'il est ok l'acteur, mais c'est pas vraiment lui qui domine le film, facilement éclipsé par Denzel Washington en ambitieux salopard. Alors que Russell Crowe et Joaquin Phoenix parvenaient à s'équilibrer, on va dire. Sur le plan historique, il y a du bidouillage qu'on peut ne pas s'expliquer, mais qui est, dirait Dumas, le propre d'une fiction historique. Évidemment, le perso de Anneau, qui est censé être Lucius, le fils de Lucilla, et qui est un bidouillage possible, dans le sens où le gamin est normalement mort dans les sources officielles, donc pourquoi pas, façon Louis XVII, imaginer toute une version alternative d'enfant caché pour sa sécurité, officiellement mort mais qui continue sa vie, évidemment à la dure. Notez que l'excellente série Télé-Rome nous faisait le coup en conclusion avec Césarion. Bon, ici le problème serait le comeback. Pas possible que le sosie de son grand-père et de son père, qui fait son coming out à la Brevard face une bande de centurions aux portes de Rome, puisse après s'évaporer à nouveau dans la nature. D'autant que Ridley Scott ficelle à la one again entre Lucius, le fils disparu du premier mariage, et Pompeianus, le fils de la seconde union de Lucilla, ce qui tomberait pas mal vu que Maximus était déjà lui-même un bricolage inspiré justement de ce second époux. Mais ça part quand même en sucette puisque Lucilla n'épouse pas Maximus, et pour cause parce qu'il est mort, et que donc on la maque avec Pedro Pascal en jupette qui s'appelle Acacius et pas Claudius Pompeianus comme le bougre officiel, et que du coup elle a pas de gamin avec lui. Mais que ressort Lucius du saloir, et qu'alors que ce gamin aurait dû se faire tuer par Caracalla sous le nom de Pompeianus, que chi, il survit, sans s'appeler Pompeianus. C'est moi qui suis à côté de mes pompes à ce point précis, et probablement vous aussi. Passons que Lucilla aurait déjà dû se faire exécuter à l'époque de son frère Commode. Là aussi, Ridley Scott a bricolé, mais ce sera justement le pourquoi du comment de ces bricolages qui m'intéresse le plus. On l'aura compris, c'est pas un film historique. Et donc, que veut dire ce film? Parce qu'on sent bien que Ridley Scott, il a des trucs à nous faire passer là-dedans, en dehors du commentaire méta déjà mentionné sur le monde du divertissement et du cinéma, qui est, comme chacun sait, un univers de babouins, de requins et de truands en tout genre, et où tous les coups sont permis pour amuser le populo. Ça, on l'aura bien compris. Et on peut dire tout ce qu'on veut sur le bonhomme Ridley Scott, c'est loin d'être un imbécile quand même. Donc quel est son angle pour ce projet? Alors d'abord, l'angle symbolique. Les constructions et les déconstructions d'empire, clairement ça l'interpelle, c'est vrai que c'est intéressant, et autant c'était pas le propos dans le premier Gladiator, on reviendra d'ailleurs sur l'hétérodiégétique
de ce bazar, autant ici, c'est un choix évident qui explique tous les bidouillages historiques. Le plus important étant celui de faire de Guetta et Caracalla des jumeaux, alors que non, pas du tout, ils n'étaient pas jumeaux, ils avaient 1 an de différence d'âge. Mais ce choix se fait autour de l'insistance accordée dans le film au motif de Romulus et Rémus, dont on voit la statue des bébés allaités par une louve à l'entrée des portes de Rome, un motif qui pourrait presque être un serre-livre si on fait exception du prologue de la bataille navale, car l'affrontement final entre Lucius et Macrinus se fait quasiment dans l'ombre de la statue. Du coup, on a d'un côté les jumeaux dont l'affrontement est la base de la constitution de la ville de Rome et donc de son empire, et de l'autre une version dégénérée et déliquescente avec Guetta et Caracalla, dont les conflits et les turpitudes affaiblissent Rome et entraînent l'empire à sa perte. Jusque dans leur caractérisation, puisqu'ils sont quand même très palichons, très fin de race, on a l'impression qu'ils ont grandi comme des champignons dans une cave, alors que dans la version officielle, leur mère elle est syrienne quand même. Sur le plan symbolique, c'est imparable. Sur le plan historique, c'est quand même vachement simplifié, vu que l'Empire romain se maintiendra bon an mal an plus de 200 ans après la mort de Caracalla, soit dit en passant. Pour autant, Ridley Scott parvient à placer dans sa simplification certains des éléments qui vont en effet contribuer à la décadence de Rome, comme la corruption à tous les niveaux, l'instabilité politique, l'oisiveté mère de tous les vices et la perte des valeurs martiales avec la Pax Romana, l'extension de l'Empire et son métissage qui vont diluer les valeurs romaines. Bref, gardez tout ça en tête parce que ça nous rappelle presque des pages de notre société actuelle. L'angle politique et réflexion sur notre propre civilisation et notre propre déclin est d'ailleurs frappant. Et c'était pas vraiment le plus saillant dans le premier film qui était sorti, et ça a son importance, en 2000, donc avant le 11 septembre et avant l'élection de Bush. Même si on peut faire une lecture de ce film par rapport à l'impérialisme américain et une inquiétude de la montée de la tyrannie face à un idéal démocratique, George Lucas nous avait fait le même coup à la même époque, on était quand même très loin dans le contexte politique de celui dans lequel cette suite se situe. Quand le début postule une cité de barbares résistant à l'impérialisme romain et à la colonisation, appuyé par un discours pas subtil de Lucius que tu sens prêt à défiler dans les rues en kéfier, tu te demandes si Ridley Scott a décidé de tout nous miser sur le gros méchant colon. Et non, mon colon, pas si simple, parce que l'antagoniste du départ, Pedro Pascal, est en fait un mec bien et plein de droiture qui œuvre en secret pour renverser la tyrannie des jumeaux et remettre Rome sur le droit chemin démocratique de ses idéaux. Un infiltré quoi, qui en a plein le dos de son boulot et de jouer les hypocrites face à 2 sales gosses fin de race dégénérés. Et oui, dans Rome, il y a de la magouille et des saloperies, mais il y a aussi plein de gens bien qui ne sont pas prêts à jeter le bébé avec l'eau du bain et qui, pour autant qu'ils constatent le dévoiement de Rome et ses valeurs, sont capables de ne pas cracher sur tout son passé et tous ses accomplissements, qui ne chient pas pour autant sur sa culture et son histoire. Et le perso de Denzel Washington, là-dedans, un self-made man racisé qui commence à manigancer pour court-circuiter le pouvoir et devenir patron à la place du patron, il est la pièce rapportée là-dedans, ancien esclave d'un territoire conquis qui paraît a priori complètement intégré et adapté à une civilisation qui d'ailleurs n'est jamais présentée comme raciste ou bigote. Et à lui tout seul, Macrinus, c'est l'invasion barbare de l'intérieur, donc très loin de ce que tu attendrais d'un film woke qui n'hésiterait pas à t'en faire un héros à la Braveheart. Et bien qu'il ait le punch et le charisme de Denzel Washington, non, c'est pas du tout un héros. C'est une crapule viscéralement habitée par la haine, la rancune et l'appât du gain qui pourrit en effet le système, mais sans un véritable projet politique de remplacement, à part s'en mettre plein les fouilles. Vous me direz que pour beaucoup, s'en mettre plein les fouilles, c'est déjà un projet politique, et que ça n'a jamais empêché personne de briguer le sommet du pouvoir. On en a connu, on en connaît encore. Disons que Macrinus est nihiliste dans le propos, et que comme on ne sait rien de son passé, que le perso ne veut rien en dire, en fait, on n'a aucune raison de penser que, contrairement à Maximus ou à Hanno, mettons, sa vengeance est justifiée ou juste. L'autre différence avec Maximus, c'est que bien que réprouvant la décadence de l'idéal romain, qui serait incarné par l'ombre tutélaire de Marc Aurèle, le perso restait quand même convaincu de la supériorité morale et culturelle de Rome, pourvu qu'elle soit entre de bonnes mains. Maximus continuait de croire en l'idéal de Rome. Macrinus n'a pas d'idéal, c'est juste un parasite. Et quant à Hanno, c'est un déçu à qui on va rallumer la flamme, et bien que ce soit joué en bois, c'est ce que je trouve le plus intéressant là-dedans. D'ailleurs, il y a des parallèles possibles à faire entre la génération Maximus dite des boomers et la génération Hanno, qui serait celle des millénials et Gen Z. Une génération qui se sent rejetée et abandonnée par la précédente, qui ne trouve pas sa place et ses repères, qui veut se la jouer écolo en plein métissage, qui ne reconnaît plus sa terre d'origine, sa langue d'origine, sa culture d'origine, à part pour la critiquer et la traiter de sale boomer ou de sale colon. Une génération qui crache sur ses parents et leur
leur héritage. Il est d'ailleurs intéressant de constater que si Lucius a une épouse, il n'a pas eu le temps lui-même d'être parent et reste donc foncièrement un enfant d'eux ou un orphelin d'eux ou un bâtard d'eux. C'est un personnage symboliquement encore en quête d'identité qui est dans le rejet type crise adolescente et qui va passer par une résolution oedipienne avec substitut paternel, tuer Pedro Pascal, le nouveau mari de maman, qui est ce qui ressemble le plus à Papa Maximus, et réconciliation avec ses parents et l'héritage familial, y compris du coup avec sa culture et l'idéal romain, puisque son destin étant de sang royal se confond avec celui de Rome. En soi, c'est un arc assez archétypal de héros, mais avec un léger twist intéressant pour moi à la fin, parce que même en s'étant réconcilié avec sa famille et sa patrie et sa culture, le héros n'est pas triomphant ni n'a trouvé de sens à sa vie, alors que justement tout aurait pu s'achever aux portes de Rome, le liminal étant toujours très riche d'un point de vue symbolique, et avec la figure des Louveteaux, fondateurs de Rome, à l'arrière-plan, avec un Lucius, nouveau leader des masses et des centurions, on va dire. Évidemment, Ridley Scott se trouve bien embarrassé d'un point de vue historique, même si d'habitude il s'en fout, puisque le perso n'existe pas. Que faire de Lucius? Il aurait pu le tuer, un truc dont on a l'habitude dans nos fictions actuelles, mais le réal a manifesté une étonnante réserve dans son projet Maximus Reboot 2.0. Il ne le fait pas mourir comme son papa, une fois sa vengeance accomplie, pour retrouver son épouse, qu'on nous montre pourtant plusieurs fois à l'attendre patiemment sur le bateau des Jeux Olympiques. Et comme tous les chemins de Gladiator mènent au jeu du cirque, Lucius revient sur le sable de l'arène où il a vu mourir Maximus et exprime une incertitude qui nous rappelle un gros point manquant dans le destin de Rome et l'effondrement de l'Empire, et un gros point manquant dans ce film, et c'est bien sûr la dimension mystique. Que dois-je faire, père? Cette question a des allures de méditation christique. Un comble, vu le gore et le message très peu tendait l'autre joue de Lucius, la lumière quand même en latin, et pourtant viser le tableau. Marc Aurèle avec sa figure de dieu telle que peint par Michel-Ange, Maximus, une figure christique puisque sacrificielle, mais également une figure paternelle qui ne l'a pas élevé et dont les préceptes et l'exemple font figure de loi, la Vierge Marie avec Lucilla, cette belle femme très noble et digne drapée dans ses voiles blancs et qui est livrée au jeu du cirque comme ces martyrs chrétiens qui ne sont jamais évoqués par Ridley Scott et qu'il avait été pourtant tenté de mettre en scène dans le premier film. On pourrait presque voir une vague évocation dans le Gladiator 2 à travers le passage aux catacombes pour trouver la tombe de Maximus. Puis on a quasiment l'évocation d'un Joseph avec le beau-père Acacius, aimant et respectueux de Lucilla ainsi que de Maximus, prêt à se sacrifier pour protéger le fils qui est le trésor de l'affaire. On a quasiment une sainte famille version romaine sans qu'à aucun moment la montée du christianisme dans l'Empire romain ne soit évoquée explicitement, alors que pourtant les parallèles avec la culture occidentale où la religion chrétienne est en train de disparaître sont assez vertigineux, d'autant que le film s'ouvre avec un rituel religieux en Numidie auquel Lucius ne veut pas participer parce qu'il n'a plus aucune foi, plus aucune croyance en rien. Le film le voit reprendre foi en sa famille et en Rome, et pourtant la question religieuse reste en suspens, et pour moi trouve son climax dans la question finale. Vers qui se tourner maintenant? Que lui manque-t-il? Quel sens trouver dans un monde où il n'y a plus de Dieu? Une question d'autant plus intéressante que Ridley Scott s'est toujours défini comme athée, bien que, comme tout Anglais de son âge, il ait eu une éducation religieuse chrétienne dans sa jeunesse. Il y a des silences qui en disent long, et ici d'autant plus que justement la question religieuse était posée d'entrée de jeu, le fait que Lucius ne croit plus en rien et que sa famille et sa relation au père restent en fait très évocatrices de symboles et de références chrétiens. Il n'y aura pas de réponse à la question de Lucius. Moi j'aurais une autre question à poser, et qui est: peut-on imaginer Lucius heureux comme le Sisyphe de Camus? A-t-il encore un espoir? On sait qu'il sort de l'histoire avec un grand H et de l'histoire avec un petit h puisque c'est la fin du film, et donc quel chemin doit-il à présent tracer seul? Le film ne nous donne aucune réponse parce que justement il renvoie à nos crises identitaires et existentielles actuelles. Quel chemin devons-nous tracer? Le ciel au-dessus de Lucius comme le nôtre restant désespérément vide et sans réponse, l'arène est désertée, reste l'idéal de Rome bien sûr qui n'est pas détruit, et la poussière face à soi. Bon, ça aussi c'est une évocation de morale chrétienne, poussière tu étais, poussière tu redeviendras. Donc au final, malgré les critiques que j'ai vu passer par-ci par-là, ce film n'est pas si con et pose même tout un tas de questions existentielles et civilisationnelles pour un peu qu'on aille au-delà des babouins, des requins et des rhinocéros. Comme son perso principal, c'est par contre clairement un film bâtard qui a du mal à s'affranchir du premier et ne parvient pas à le dépasser ou l'égaler, et qui en fait des caisses pour tenter de nous divertir et provoquer des émotions chez les êtres blasés que nous sommes devenus, comme les Romains avant leur chute. C'est
C'est un film frustrant parce que contrairement au premier, il n'y a pas de résolution satisfaisante ou de conclusion claire en fait, mais c'est un peu normal quand le propos est moins l'histoire passée, très inexacte on l'aura dit, qu'un miroir qui nous est tendu sur notre civilisation actuelle. Et je vais pas mentir, c'est pas joli. Sur ce, c'était ma revue sur Gladiator, le retour de la vengeance, et vous, qu'en avez-vous pensé? Si vous n'êtes pas inspiré en commentaire, je vous encourage à me laisser un requin, un singe ou un rhino emoji. Merci d'avoir suivi cet épisode, tout like, partage ou abonnement est évidemment le bienvenu pour faire connaître la chaîne et motiver Bibi à travailler parce que j'ai accusé dernièrement une légère fatigue dans ma productivité, je le reconnais. Et on se dit à très bientôt, du moins je l'espère, avec la suite et la fin du contenu Vogue la galère.